C'est parti. Donc un petit résumé sur la séance d'avant. Il y a dans ce chapitre, on essaye de faire le lien entre les forces qu'on peut appliquer à un système et l'énergie en mécanique, l'énergie en mécanique de ce système. On avait abordé la première notion en imaginant cette situation des espèces de records bizarres de tirées de camions comme ça. Donc on est tous d'accord pour dire que ce personnage-là est en train de forcer beaucoup. Donc il exerce une force avec cette corde sur le camion pour le faire avancer. Et donc il a réussi à le faire avancer d'un point A à un point B. Le camion étant immobile au départ, il a gagné de l'énergie cinétique. Donc cette énergie qu'il a gagnée, cette énergie cinétique qu'il a gagnée, il la doit au travail de ce personnage-là, de la tête qui tire le camion. Donc il a exercé un travail grâce à la force qu'il exerce, et ce travail constitue de l'énergie qui a été apportée à ce système. Maintenant, il y a d'autres situations dans lesquelles on exerce des forces et pour lesquelles il y a des énergies. Le système, cette fois-ci, c'est la charge ici. Alors, dans la situation précédente, je partais d'un point A au départ, j'arrive à un point B, donc à chaque fois qu'on considérera des situations comme ça, la vitesse de départ, elle était nulle, la vitesse au point B, elle a une certaine valeur, et les travaux, alors il y a le monsieur là qui a exercé une force en tirant sur sa corne. Donc il exerce une force depuis le point du camion, alors comme ça, alors normalement elle est horizontale, sa force. Et on dit qu'il exerce un travail grâce à cette force, qui existe encore ici. Ce travail a permis au camion d'avancer du point A au point B. Alors on verra l'expression du travail de cette force. Là, il a forcé à l'horizontale. Et il y a une autre force qui existe, c'est la force de frottement des roues au sol, qui elle aussi a travaillé, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que les forces de frottement des roues, elles ont travaillé pour résister à l'avancée du camion. Donc au lieu d'apporter de l'énergie, elles retiraient de l'énergie au système. Une autre situation, ce serait celle-là où j'ai un système, c'est la masse ici, enfin la charge de l'haltère. On peut la réduire à un point donné ici, un point A. Et puis ce personnage, il va forcer grâce à ses bras. Alors si on résume ça à un seul point, il va forcer vers le haut. Et grâce à la force qu'il exerce, il va pouvoir surélever cette charge à un point B, qui sera ici. Et donc il a forcé, la force qu'il a exercée, c'est une force qui est vers le haut, pour le faire aller de A vers B. Donc il a exercé un travail, alors cette force peut utiliser une autre couleur, la force qu'il a exercée, elle est verticale vers le haut. Donc il a exercé un travail pour soulever cette charge-là. Ce travail-là a permis à la charge de monter de A vers B. Alors dans cette situation, il y a une autre force qui existe, qui s'exerce sur l'haltère. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'autre force qui s'exerce sur cette haltère? Il n'y a pas que le monsieur qui tire vers le haut. Il y a aussi le poids. Donc il y a aussi le poids qui existait, et le poids également a travaillé, mais en sens inverse lui. Donc la force du personnage a travaillé, le poids aussi a travaillé, et ça a permis quand même un déplacement de cette charge. Le poids, il est dirigé vers le bas, donc il a exercé un travail résistant pour l'avancée de cette charge-là. Bon, donc on va résumer rapidement les formules qui ont été vues jusqu'à présent dans le cours. Il y a deux formes d'énergie en mécanique. L'énergie de mouvement liée à la vitesse qu'on appelle l'énergie cinétique, 1/2 de m fois v au carré. Et l'énergie liée à la position, qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Quand un système gagne de l'altitude, il gagne de l'énergie potentielle de position, qui était calculée en faisant la masse du système fois l'intensité de pesanteur qui vaut 9,8 sur Terre,
fois l'altitude, Z, par rapport à une altitude de référence. On additionne ces deux énergies, on obtient ce qu'on appelle l'énergie mécanique, qui n'est ni plus ni moins que la somme de ces deux-là. Alors ce qui est intéressant pour cette énergie mécanique, cette somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur, c'est qu'elle est censée être constante si les forces sont conservatives. Autrement dit, si les forces qui s'exercent, elles ne retirent pas l'énergie, le système ne change pas de l'énergie avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'en donne pas ailleurs qu'à lui. Cette énergie mécanique, elle peut être conservée comme ça pour certaines conditions. Après, on a vu que le système pouvait avoir une certaine variation d'énergie, potentielle de pesanteur, d'énergie cinétique. Et ben ça, il le doit au travail d'une force. Alors, le travail d'une force, qu'on note vecteur F sur un déplacement AB du système, il est noté ce travail W, donc W c'est le symbole qu'on utilise pour le travail. De AB, c'est pour dire que ce travail permet de faire avancer de A vers B. En tout cas, c'est le travail de la force sur le déplacement AB. Et entre parenthèses, on indique quelle est la force qui travaille. Ici, c'est la force F. Eh bien, c'est l'énergie apportée pour un travail qui serait moteur, ou alors l'énergie retirée pour un travail qui serait résistant au système. Donc, une force, elle peut être motrice ou résistante, mais dans les deux cas, elle peut travailler. Alors, la formule qui permet de calculer cette énergie qui est transférée au système, soit qui est apportée, soit qui est retirée, c'est... mince, je ne l'ai pas affiché dans le bon sens. Alors, en fait, attention au cas particulier. Donc, on a un déplacement de A vers B. Donc, on peut considérer qu'on a un vecteur déplacement B. On note comme ça sur le schéma. Si je force n'importe quelle force qui s'applique au système au point A, je peux la dessiner comme ça. Alors comment est-ce que cette force-là va contribuer et participer au déplacement AB? Eh bien, on va indiquer qu'il y a un angle entre cette force et le vecteur déplacement. Et cet angle-là va conditionner l'efficacité de cette force pour faire le déplacement de A vers B. Donc, le travail de AB, on l'a vu, le travail de cette force F pour faire le déplacement AB, il est égal à la force, la valeur de la force, donc ça c'est une valeur positive, c'est la norme d'un vecteur, fois le déplacement AB, c'est une valeur positive, ça va se déplacer de 10 mètres, 20 mètres, j'en sais rien, fois le cosinus de cet angle-là. Et c'est là qu'il va y avoir un signe. Parce que le cosinus d'un angle, ça peut donner des valeurs négatives. Alors, on avait dit que si cet angle-là était compris entre 0 et 90 degrés, donc c'est ce qu'on avait dit, donc entre 0 et 90 degrés, ici, on a un travail qui sera moteur. On voit bien, intuitivement, on comprend bien que si cette force, elle est de ce côté-là de mes pointillés, hein, elle est à droite de mes pointillés, donc dans toute cette zone-là, si la force elle est comme ça va permettre de faire avancer. Donc on dit que le travail est moteur, on va avoir un résultat qui est positif, ça veut dire qu'on donne de l'énergie au système, on l'aide à avancer. Et maintenant, par rapport à ces pointillés, la force elle est de l'autre côté des pointillés, donc dans toute cette zone-là. Alors c'est qu'on a un angle qui est supérieur à 90, 180 degrés, 110, j'en sais rien. Et donc on voit bien que cette force, elle tire un peu en arrière par rapport au déplacement, et elle n'aide pas à faire le déplacement. Au contraire, elle est résistante. Et enfin, si c'est perpendiculaire, ça ne sert à rien du tout pour le déplacement, ça ralentit pas, ça ne fait pas avancer, donc on dit qu'il est nul ce travail. Donc on a un travail moteur dans cette situation, un travail résistant dans celle-là, il est négatif, et un travail qui est nul, qui va être égal à 0, si on tire perpendiculairement au déplacement. Maintenant, le cas particulier qu'on a vu en cours mardi, c'est le travail du poids. Ce travail-là, il dépend pas du chemin suivi. Donc normalement, le travail du poids, c'est le poids fois, donc le poids c'est la force, fois le déplacement AB fois le cosinus alpha. Donc ça, c'est l'expression précédente du travail d'une force. Ici, la force, c'est le poids. Le poids, c'est M fois G. Et le déplacement, en fait, quand on fait ce calcul-là, le déplacement va se réduire, enfin AB fois cosinus alpha, ça va se réduire à la différence d'altitude de ZA moins ZB. A étant le premier point, la première altitude, et B la deuxième.
Donc ce travail du poids, si on descend, donc je vais de A vers B comme ça en descendant, à ZA, il est plus grand que ZB. Alors il y a peut-être, j'ai entendu biper. Non, c'est bien ZA moins ZB pour le travail du poids. Donc, si A est au-dessus de B, alors ZA moins ZB, ça va être positif ou négatif? ZA, c'est l'altitude A, et ZB, c'est l'altitude en bas. Donc ZA, je sais pas, n'importe quel exemple, hein, je suis en haut d'un plongeoir, par exemple, à 5 mètres, et j'arrive dans la piscine, au niveau de l'eau, à 0 mètres. Quel est le signe de ZA moins ZB quand je descends? Positif ou négatif? Il est positif. Donc s'il est positif, ça veut dire que ce résultat est positif, le travail du poids est positif. Donc le poids a aidé, il a fourni un travail moteur pour descendre de A vers B. Maintenant, si on imagine une situation où je jette une balle de tennis, elle est dans ma main, à l'altitude A au départ qui vaut... donc je vais effacer toutes mes annotations. Là. Non, je vais effacer comme ça. Et maintenant, une autre situation. Je prends un exemple, hein, je jette une balle de tennis vers le haut. Elle est dans ma main A au départ, cette balle de tennis. Je la jette et je la jette pour qu'elle monte jusqu'en B. Donc elle va monter cette balle de tennis. ZA par exemple, c'est, je sais pas, ma main elle est peut-être à, j'en sais rien, à 1 mètre de haut. Et puis j'ai réussi à lancer la balle à une altitude ZB. Elle va monter, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 2,50 m. Quel va être le signe de ZA moins ZB? 1 moins 2,5, ça va donner quoi? Positif ou négatif? Négatif. Ça va être négatif. C'est-à-dire que la balle va monter et l'altitude de départ moins l'altitude de fin, ça va donner moins 1,5. Ce qui fait que le travail de ce poids, autrement dit l'énergie qu'on donne au système, il va être négatif. Le système, c'est la balle de tennis. Il va être négatif. Ça signifie quoi? Ça signifie que le poids, pour pouvoir faire monter la balle de tennis à cette altitude, le poids, il n'a pas aidé à faire le déplacement, il a résisté. Donc il a fourni un travail résistant, donc négatif. C'est-à-dire qu'il a, en fait, il a retenu, il a participé, au contraire, il a un petit peu empêché ce mouvement. Alors pas tout de suite, hein, le temps que ça monte, parce qu'il y avait une certaine vitesse et un certain élan, mais il a empêché ce mouvement. Donc c'est un travail négatif, il participe pas de façon positive au déplacement, au contraire, il ralentit ce déplacement. Donc il faut avoir compris ces histoires de signes. Alors, on va voir justement sur l'exercice 11 qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, le travail du poids lorsqu'on soulève une charge. Donc la grue géante Big Benny a soulevé un dôme de béton de la centrale EPR de Flamanville d'une masse de 260 tonnes. Donc là, ça fait 260 tonnes. Et ça a été soulevé jusqu'à 100 mètres de hauteur. Autrement dit, la situation, au départ, j'ai un point de départ qui est au sol. Hein. Ah, c'est le point A, c'est le point de départ. Il est à quelle altitude? Logiquement, je vais considérer quoi comme altitude? 0, ouais. Il est à 0 mètre au tout début, donc il était là. Et puis il a été soulevé, à la fin, peut-être il va arriver ici, en B, et on nous dit que l'altitude ZB, ce sera combien? Ça sera 100 mètres, ouais. On nous dit que ça monte à 100 mètres de haut. Donc sur un schéma sans souci d'échelle représenter la situation, là voilà. Hein. Je vais représenter quand même le poids ici. Donc le poids qui part du centre de la charge ici et les verticales vers le bas.
Maintenant, donc ça c'est la situation. J'ai en plus, alors j'avais déjà mis A et B, donc je vais les effacer ici. Mes manuscrits là. Ok, je l'avais fait. Ok, donc on part de 0 mètres, on arrive à 100 mètres en altitude. Donc si je dois calculer le travail du poids, bah, je vais prendre le cours. Hein. Le travail du poids, c'est... Alors j'ai deux solutions. Hein. Soit je fais le travail du poids, c'est poids fois AB fois cosinus alpha, si je peux connaître l'angle. Ça marchera aussi. Hein. Soit j'utilise la formule M fois G fois ZA moins ZB. Donc je vais faire les deux, tiens, pour vous montrer que ça marche les deux. Donc soit j'utilise la formule qu'on vient de voir, M fois G fois ZA moins ZB. M c'est 260 tonnes. Alors rappelez-moi, une tonne c'est combien de kilos? Il faut savoir, hein. Ça fait partie des choses à savoir dans la vie courante. Ça fait 1000 kilos. Donc une tonne c'est 1000 kilos. Donc ça va faire 260 000 fois G qui vaut 9,8. ZA c'est 0. ZB c'est 100. Donc ça fait 0 moins 100. Donc on est à 0 moins 100. Alors je l'ai pas mis, hein, mais 0 moins 100. Et ce résultat, est-ce que quelqu'un l'avait calculé? Ça va donner un résultat qui est négatif, hein, en joules. Je sais pas si vous aviez trouvé le résultat. Bon, je vais l'afficher pour pas perdre trop de temps. Bon, il suffit de faire le calcul et on trouve moins 5,5 fois 10 puissance 8 joules. Alors là, il y a un souci, Thomas. À moins que ce soit moi, hein, je me suis planté. Hein. Mais je trouve moins 5,55 fois 10 puissance 8 joules. Vous me dites si j'ai fait une erreur. Je peux peut-être faire un calcul rapide là, histoire de vérifier, parce que ça m'arrive de faire des erreurs, surtout quand je suis sur l'ordi. Quand on gère, on doit écrire sur l'ordi et en même temps les calculs. Donc 260 000, 1, 2, 3, fois 9,8 fois 100. Alors je sais que ça va faire moins à la fin. Hein. Ah oui, c'est toi qui as raison, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 2,55. Donc c'est une erreur de ma part. Merci Thomas. 2,55 fois 10 puissance 8 joules. Dire du signe de ce travail. En gros, en termes de moteur ou résistant. Ici, le travail, la force, elle exerce un travail qui est moteur ou résistant ici. Résistant, ouais. Donc, le poids, il résiste à ce déplacement. C'est pas qu'il nous empêche, parce que la grue, elle est plus forte. Donc, elle exerce une force un peu plus grande que le poids, ce qui permet à cette masse de monter. Mais, en gros, s'il n'y avait pas le poids, ça serait bien plus facile de monter la charge en B. Donc, le travail négatif résistant. Ok. Il y aura d'autres exercices à chercher pour la rentrée. Je voudrais finir le cours. Hein. Donc, reprenez votre polycopier. On en était au travail du poids. Maintenant, on va passer à on était au cas particulier. Hein. Maintenant, on va passer au travail d'une force de frottement constante sur un trajet rectiligne. Je ne sais pas si vous avez le document sous les yeux. Je l'ai mis, je vous l'avais envoyé. Je vais le récupérer ici. Hop, le cours. Je vous l'ai envoyé en PDF et certains l'ont eu en polycopie. Hein. Donc je vous l'avais envoyé, je le réaffiche. Ça c'est le cours que je vous ai envoyé. On en est à ce stade-là, là, sur le cours. On avait fait le travail du poids, maintenant on en est à ce stade-là. Alors il y a peut-être eu une remarque, je vais voir, j'ai entendu biper. Mais au dernier cours, vous ne m'aviez pas dit qu'il fallait faire ZB moins ZA. Non, ça c'était pour l'énergie potentielle de pesanteur. Qui avait ZB moins ZA dans l'activité. Allez, je continue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du travail d'une force de frottement? Ce sera toujours le cas, ça c'est assez simple aussi. Les deux cas précédents, le travail du poids et le travail d'une force de frottement, en fait, ils ont toujours le même angle alpha par rapport au déplacement.
c'est des forces qui ont toujours la même direction, la même force. Donc on va pouvoir établir facilement leur expression de travail. Donc une force de frottement, c'est toujours opposé au déplacement. Donc si j'ai un déplacement de A vers B, comme ça, donc je cherche à avancer de A vers B, bah, la force de frottement, elle sera dans l'autre sens. Donc, lors d'un déplacement rectiligne de longueur AB, le travail d'une force de frottement F de valeur constante a pour expression, ben, on fait F fois AB fois cosinus alpha au départ. Ça, c'est l'expression que vous aviez. Alors ici, ça c'est un produit scalaire que vous n'avez peut-être pas vu en maths, donc je l'ai mis quand même, mais vous pouvez réduire ça à F fois AB fois cos alpha. Sauf que alpha, il vaut combien ici? Bah, AB, il est comme ça, le vecteur AB, il a cette direction et ce sens-là, en noir. Et alpha, bah, comme ma force de frottement que je vais faire en vert ici, elle est toujours opposée au mouvement, alors je peux la faire en A, je peux la faire en B, je peux la faire n'importe où, je vais la faire au départ, point de départ, le frottement. La force de frottement, elle est comme ça, avec un petit F. Et bien l'angle qui existe entre les deux, il vaut 180 degrés. Donc s'il vaut 180 degrés, bah, le cosinus de l'angle, on va pouvoir toujours le calculer et savoir combien il vaut. Alors attendez, je reprends ma couleur bleue. Cet angle-là, ici, il vaut 180 degrés entre les deux vecteurs. Et vous pouvez essayer, cosinus de 180 degrés, ça va faire moins 1. Du coup, le cosinus 180 degrés va être égal à moins 1. Et donc cette expression va se résumer à moins f fois AB. Donc j'ai toujours moins f fois AB pour une force de frottement. Vous pouvez reprendre l'expression générale et vous tomberez sur moins f fois AB. Mais on peut retenir que le travail d'une force de frottement, c'est moins la force de frottement fois le déplacement. F c'est en newton, AB en mètres, etc. Donc le travail d'une force de frottement est toujours résistant. Ça va toujours être négatif. F c'est la norme d'un vecteur, c'est positif. AB c'est la norme du déplacement, c'est positif. Et comme j'ai un moins, donc c'est forcément un travail qui est négatif. En revanche, c'est une force qui est non conservative. Elle diminue la valeur de l'énergie mécanique du système. Alors, je vais poursuivre le cours et on n'a pas de temps de faire la recherche d'exercices d'application. Ils seront à chercher à la maison pendant les vacances. Donc je vais poursuivre le cours avec le théorème de l'énergie cinétique et ensuite ce qui se passe quand il y a des frottements lors de l'évolution des énergies. Déjà le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il dit? La variation d'énergie cinétique d'un système, donc je sais pas, le camion de tout à l'heure, qui se déplace d'un point A à un point B, est égale à la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques. Donc si je prends le cas du camion, par exemple, on avait le camion, alors j'aurais pu reprendre l'image, hein, mais le camion qui était tiré par le personnage avec la corde, du point A au point, alors le point A on va le mettre là, au point B, il y avait le type qui exerçait une force grand F, il y avait la force de frottement en arrière petit f, et puis il y avait deux autres forces qui étaient le poids et la réaction du support, que je vais faire en noir vite fait, mais ces deux forces-là, elles ne travaillaient pas. Donc il y avait le poids vers le bas, le poids du camion, et puis la réaction du support qui est elle vers le haut et qui fait la même longueur que le poids. Donc les deux s'annulent. Donc R et P ne travaillaient pas, on l'avait dit. F travaille, grand F travaille et petit f travaille. Mais le camion, il gagnait de l'énergie cinétique puisqu'à un moment donné, il a une vitesse, puisque s'il avance, c'est qu'à un moment donné, il a une vitesse. Donc en un point n'importe lequel, il est à cet endroit-là, il a gagné une vitesse. Eh bien, ça signifie qu'il a gagné de l'énergie cinétique, puisque au départ, il n'en avait pas, puis il se met à en avoir. Et ce gain d'énergie cinétique correspond à la somme du travail de cette force-là, plus le travail de la force de frottement. Donc, ça se résume en cette formule-là, la variation de l'énergie cinétique, qui est égale à l'énergie cinétique en B, donc l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique en A, elle est égale à la somme de tous les travaux des forces. Alors, R et P ne travaillaient pas ici, donc
il y avait travail de grand F plus travail de petit f. Alors il y a un exercice 12 qui sera cherché à la maison qui porte sur le travail de l'énergie cinétique. Mais je voudrais finir avec les transferts qui peuvent se produire, il nous reste 6-7 minutes, au sein d'un oscillateur. Une balançoire, n'importe quoi, le skater là qui faisait des montées et des descentes le long de la piste. Quand l'énergie mécanique est conservée, donc par exemple le skater ou un pendule qui est suspendu à un point fixe comme ça et qui se balance comme ça, vous avez un balancier, eh bien il va avoir un peu de vitesse et puis il va monter. Il va y avoir des échanges d'énergie entre l'énergie cinétique qui correspond à la vitesse et l'énergie potentielle qui correspond à l'altitude. La bille, elle monte, elle redescend, etc. Comme le skater dans sa piste, on avait vu la piste et le skater qui était dessus, sur sa piste là, il descend, après il est en bas, il a une vitesse maximale, puis il remonte de l'autre côté et ainsi de suite, puis après il redescend. Donc son énergie potentielle, elle monte, puis elle diminue, puis elle remonte, puis elle diminue. Donc on voit l'énergie potentielle qui monte, qui diminue, qui monte, qui diminue. Et en fait, à chaque fois que l'énergie potentielle arrive au point bas, bah, ça correspond au moment où la vitesse est maximale. Donc l'énergie cinétique, elle fait la même chose. Quand l'énergie potentielle monte, bah, l'énergie cinétique, elle diminue et vice-versa. Donc en fait, il y a un transfert. On néglige les frottements ici. Il n'y a pas de frottement, ça veut dire qu'on a toujours la même énergie et ça va toujours à la même altitude, ça descend, on ne perd pas d'énergie. Donc on dit que l'énergie mécanique est conservée, ce qui fait que la variation d'énergie mécanique, elle est égale à 0. Ce qui signifie qu'il y a un transfert de l'énergie cinétique en énergie potentielle constamment. Donc l'énergie cinétique qui est perdue, bah, elle est gagnée en énergie potentielle. Et quand on perd de l'énergie potentielle, bah, elle est gagnée en énergie cinétique. Donc quand je fais la somme des deux, bah, ça fait quelque chose qui est constant. Maintenant, s'il y a des frottements, alors on a ce type de graphique. Si j'ai des oscillations, ben je perds progressivement de l'énergie dissipée sous forme de chaleur, on l'avait vu, ou d'autres formes, hein, mais la plupart du temps, c'est à cause des frottements, on perd un peu d'énergie. Et le skater, si le skater est sur sa piste, ben, il va monter de moins en moins haut sur la piste de part et d'autre, et puis après, il va s'arrêter au milieu. Donc, il y a de la perte. Donc, cette variation d'énergie mécanique, elle est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Alors, je pourrais rapidement vous faire, je ne sais pas si je vais avoir le temps, le cas d'une étude comme ça. Est-ce que vous pensez que quand on lâche un volant de badminton, est-ce que vous pensez que les frottements de l'air sont négligeables? Dites-moi. Non, ils sont pas négligeables. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une étude, mais si ici je prends l'origine, que je sélectionne l'étalon ici, qui fait 1 mètre, parce que c'est une règle de 1 mètre, il y a peut-être eu une remarque. Ouais, il y a la jupe et il est super léger, il pèse que 5 grammes. Et donc il y a une grande surface d'opposition à l'air. Après, quand je sélectionne les points tac, du mouvement, alors ça va être pas terrible mes résultats au final, hein, mais on va quand même voir qu'il y a une diminution de l'énergie mécanique. Donc voilà, j'ai tout pointé. Donc ici, j'ai pu obtenir l'ensemble des mouvements. Donc c'est Y qui m'intéresse. Hein. Alors, si je veux obtenir la vitesse, on l'avait déjà fait. Ça, c'est l'altitude du volant. Hein. Donc l'altitude du volant qui... Alors pourquoi ça devient... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, parce que j'ai mis l'altitude 0 en bas. Et puis si je mets le temps, je peux calculer ici une vitesse. Je peux mettre une vitesse, je peux mettre d'unité pour aller vite. Et dire que, alors souvenez-vous, dans cette case, c'est égal à, je fais la différence des positions, donc la position d'après moins la position d'avant, le tout divisé par
le temps d'après moins l'instant d'avant. Alors, je suis pas parti au premier point. Alors, je vais l'étendre ici parce que j'étais pas je peux pas prendre la première valeur. Voilà. Et j'étire cette formule à l'ensemble du mouvement, sauf le dernier point. Donc là, j'ai la vitesse. Je peux rapidement, je vous le fais pour vous le montrer, dire que dans une feuille de calcul, la masse, elle vaut 5 grammes, que l'intensité de pesanteur, elle vaut 9,8. Et dans ce cas-là, je peux faire calculer par l'ordinateur l'énergie cinétique. Je dis que c'est 0,5 fois la masse m que je viens de définir au-dessus, fois la vitesse au carré, donc v fois v. La vitesse, je la connais. Je peux lui dire, calcule-moi une valeur qui sera l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut m fois g fois, cette fois-ci, c'est mouvement y. Et enfin, je peux définir l'énergie mécanique comme étant l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors je sais que je vais très très vite, pour que vous ayez le temps de faire le DS. Si je regarde maintenant toutes les courbes ici, et ben ça marche pas. Non, il faut que je glisse le temps en bas. Voilà. Ben, vous voyez que l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente, mais l'énergie mécanique ici, elle diminue progressivement parce qu'il y a des frottements. Allez, je vais m'arrêter, je vais vous laisser le temps. Alors, je vais vous mettre un lien tout de suite ici dans le chat. Non, ça. Et vous allez pouvoir vous rendre dessus pour faire votre votre éval. Bah, Ali, je l'ai jamais vu. Hein. Est-ce qu'ils sont en salle d'attente? Non. Alors, je vous envoie ce lien. Vous pouvez cliquer dessus et vous démarrez tout de suite en mettant votre adresse mail. Et vous avez donc 35 minutes pour le faire. Donc, vous cliquez dessus. Vous gardez quand même votre session ouverte. Hein. Et puis, vous avez des questions. Vous avez le temps de le faire. 3/4 d'heure, normalement, c'est suffisant. Et je vais tenter d'envoyer ça à... Est-ce que vous pouvez envoyer le lien à Ali, Shaima et Yasmine? Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Je vais essayer de leur envoyer sur l'ONT. Donc c'est Ali, Shaima et Yasmine. Ok, super. Mais je vais essayer de leur envoyer par la messagerie, comme ça ils l'auront 2 fois. Alors, je vais couper la vidéo.